Salut à tous, vous écoutez MCU Talk, le podcast de Marvel Planet où on parle de cinéma et de télé. Avengers, Mutants, Runaways, pas de jaloux. Salut Basile, j'espère que tu vas bien, parce qu'il est temps de prêter allégeance au Wakanda. Salut Paula, Wakanda Forever. Et on démarre avec des infos sur la saison 2 de Punisher. On a 3 nouveaux noms au casting. On sait que Josh Stewart va incarner John Pilgrim. C'est un homme dont l'apparence calme cache une personnalité sans pitié. Bien qu'il ait laissé derrière lui une vie de violence, les circonstances l'obligeront à utiliser ses anciennes compétences et l'amèneront dans le monde de Frank Castle. Nous avons également Floriana Lima, qui sera Christa Dumont. C'est une psychothérapeute pour vétérans militaires, intelligente, compatissante et passionnée, qui sera sûrement donc amenée à rencontrer notre héros. Petit point, Floriana Lima, qui a été vue dans la série Supergirl. C'est Maggie... Je me souviens plus son nom de famille. Celle qui sort avec Alex Danvers. Je ne sais pas, je ne regarde pas Supergirl. C'est vrai. Pourquoi je te regarde en disant mais si, il va comprendre de quoi je lui parle, mais non. Et troisième point casting, Georgia Wigham et Amy Bendix. C'est une petite escroc des rues, intelligente mais avec un passé mystérieux. Peut-être la wingman de Punisher dans cette saison. Affaire à suivre. On a aussi des infos pour Daredevil saison 3. Si vous avez vu Defenders jusqu'à la fin, déjà bravo. Et ensuite, vous savez que Sister Maggie sera dans la saison 3. On a donc maintenant un nom à mettre en face, ce sera Joanne Whaley. La saison 2 de Luke Cage approche à grands pas. On a les premières images qui ont commencé à circuler sur la toile, mais surtout une date. Vous pouvez noter dans vos agendas, c'est pour le 22 juin. On sait que la grande méchante sera incarnée par Annabella Sciorra, cette grande méchante qui sera Rosalie Carbone. Elle est connue des fans des comics The Punisher aussi, puisque elle est la fille d'un grand baron du crime qu'il affronte régulièrement. La saison 2 de Luke Cage va avoir une belle brochette de réalisatrices, et ça fait toujours plaisir. Ouais. On sait que Lucy Liu, que Steph Green, que Sally Richardson Whitefield, que Casey Lemons, que Millicent Shelton et que Nema Barnett vont chacune réaliser au moins un épisode. Ouais, mais c'est assez cool après la saison 2 de Jessica Jones qui a eu 13 réalisatrices, de voir que si en fait ils arrivent à faire de la mixité, de la parité, bref, tout ce qui va bien. Tout à fait. Du côté des séries ABC, vous avez peut-être comme moi vu le 100e épisode de la série dans la saison 5 de Agent of S.H.I.E.L.D. Bravo Basile. C'est un épisode qui était quand même plutôt sympathique. Cette saison est pour moi, je dirais, plutôt sympathique. Je ne veux pas m'enflammer plus que ça. Mais donc on a pu voir un grand moment attendu par beaucoup de fans. Attention, c'est un spoiler, je vous laisse 4 secondes. C'était le mariage de Simone et Fitz. Oui, bon j'ai pas vu. J'ai envie de voir juste cet épisode-là pour le mariage de Simone et Fitz. C'était mignonnerie. Et puis ça a été l'occasion de ramener quelques têtes des premières saisons. On a notamment Deathlock qui participait à l'intrigue. Une intrigue qui, comme vous le savez, tourne beaucoup autour du voyage dans le temps, avec quelques incohérences qui gêneront probablement comme moi ceux qui aiment tout ce genre d'intrigue, les fans de Retour vers le futur, et de Looper et autres films, et autres joyeuseries, disons-le. Voilà. Mais on aura probablement le temps d'en reparler à la fin de la saison. Ouais, il faudra que tu gardes bien tout ça en tête, parce que moi j'ai vraiment abandonné. Mais c'est pas grave, parce que je vais avoir une autre série ABC à me mettre sous la dent, et notamment la série Freeform, à savoir Cloak and Dagger. Là aussi, nous avons une date, et c'est démarrage le 7 juin. Ça va être cool ce mois de juin avec 2 nouvelles séries.
Comme d'habitude avec ce type de série, le premier jour, on aura 2 épisodes et on verra bien ce que ça donne. En tout cas, le trailer me fait envie parce que ça s'annonce très ado, mais pas trop dans le cliché. Après, on verra bien ce que ça donne. C'est un peu sombre, torturé, bref, pour moi le conte est bon. Je pense pas que ça sera aussi beau que Runaways déjà parce que j'ai pas le même attachement pour les personnages, mais ça a pas l'air dégueu. Mais ça a l'air de vouloir avoir un peu le même ton de on va pas trop s'emmerder avec l'histoire de les ados, les parents, le lycée, machin, même si ça a une place importante, mais il y a vraiment voilà, une intrigue autour des pouvoirs, etc. Et c'est ça avant tout qui nous intéresse. Puis j'aime bien aussi le côté conspiration parce qu'on voit tout de suite qu'ils ont des pouvoirs. Enfin, ce que montre le trailer, c'est qu'ils ont des pouvoirs depuis très longtemps. Ils ont l'air d'avoir les pouvoirs depuis très longtemps, mais ils s'en sont pas rendus compte. Et que tout serait lié à un événement de leur passé où ils étaient vraiment tout petits. Bref, moi, le genre de truc que j'aime. Donc je suis ravie. Et une autre bonne raison aussi d'être ravie, Légion a commencé la saison 2. Ah, quel bonheur de retrouver Légion. Cette série qui s'embête à nous tordre des nouveaux plans improbables à toutes les 10 minutes Toutes à les peu 10 près. minutes. Qui nous dit pas oh, vous vous rappelez plus, c'est pas grave, on va vous faire un résumé. Il dit, tant pis pour ta gueule. C'est clair, tant pis pour ta gueule. Et enfin, on est vraiment dans de la folie. Et c'est le personnage est fou, les lumières sont folles, les jeux de caméra sont fous. Notamment dans l'épisode 2, j'ai été plus surprise que dans l'épisode 1. Bref, Même les costumes et les personnages c'est sont complètement barrés. c'est merveilleux. Et j'aime vraiment cette série. Je pense qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent maintenant avec cette série. Les épisodes les plus pourris, ça sera toujours chouette. Ça fait plaisir d'avoir cet ovni dans un univers qui est quand même assez convenu, même s'il y a des nuances. On n'a pas de choses très folles dans les séries Marvel. Donc Ouais. Légion fait du bien. Ouais. On va rester dans l'univers des mutants, mais maintenant on va passer au cinéma et on va parler de New Mutants, le film de Josh Boone. Et bonne nouvelle, non je plaisante, le film est repoussé alors qu'il devait sortir en avril 2018, c'est-à-dire maintenant. Il a été repoussé une première fois à février 2019, ça faisait quand même beaucoup. Et là, non, on est vraiment en août 2019. Bref, on aura le temps d'oublier ce film 20 000 fois, qu'il ne sera toujours pas sorti. Sauf qu'il est à noter pourquoi il est autant repoussé. En gros, il semblerait, tout ça est vraiment à mettre au conditionnel, ce sont des rumeurs, on n'a rien d'officiel, mais qu'il y a eu une grande bataille entre la Fox et Josh Boone. Au début, Josh Boone voulait vraiment faire un film d'horreur, un rated R, il voulait y aller à fond, et la Fox ne voulait pas prendre autant de risques qu'ils auraient pu, comme ils ont pris pour Deadpool, ils voulaient quelque chose de plus PG-13. Évidemment, comme à chaque fois, c'est le studio qui a gagné. Donc, Josh Boone fait un peu le film du studio, avec quand même quelques scènes d'horreur. Tout ça passe évidemment les tests, pour que ça puisse sortir en avril, et les tests allaient très bien. Et puis là, on va dire que l'univers d'Emily est venu foutre la merde, avec le film Ça, qui est sorti, et évidemment, énorme carton, et les studios ont compris que oui, on pouvait faire des films d'horreur et que les gens, il y avait du public pour les films d'horreur. Là, la Fox décide, fait, ok, on va montrer en fait toutes les scènes horrifiques du film dans le premier trailer qu'on a vu. Et c'est vrai, ce trailer était beau, ce trailer montrait de l'horreur. Moi, j'avais envie de voir ce film. Et là, ils se sont dit, mais merde, on vient en fait de griller toutes les cartes. Donc, on va re-shooter certaines scènes. Donc, ils ont re-shooté certains trucs, sauf que toute la partie finale du film ne pouvait pas être modifiée. Donc ça a donné un truc bancal. Et on en vient à que, limite, j'ai l'impression que Josh Boone doit retourner 75% de son film. Finalement, il aura le film qu'il veut, que lui, il avait prévu, mais ça nous repousse. Et ça devient vraiment catastrophique parce qu'il y a des reshoots, il y a tous les prestats qui veulent bosser. Il n'y a pas un nouveau personnage qui a été ajouté aussi? Il y a un nouveau personnage aussi qui a été ajouté. Donc quand tu rajoutes un nouveau personnage, il n'est pas juste là pour faire 2 interactions. Tu dois le construire. Donc... Ouais, donc Sinon, tu fais des faux contre-champs pour inventer des dialogues, ça devient aussi moche que la non-moustache de Superman dans Justice League. voilà, donc ce qui explique ce si grand décalage, c'est qu'au final, j'ai l'impression que le film doit être retourné et... Oui, et puis limite partiellement réécrit, enfin, Ouais. ils font un nouveau film. Ouais, ils refont un nouveau film, donc je pense que Sachant que les acteurs avaient sûrement déjà des projets, enfin peut-être certains du Maisie coup. Williams, elle a la saison, je sais plus combien de Game of Thrones, la saison 7. L'un des acteurs qui joue dans Stranger Things, ils viennent de commencer le tournage de la saison 3.
Donc Ils ils vont- vont, ça se trouve, refaire une histoire, mais en étant obligés de réutiliser Les shoots, parce bref, ça a pas l'air très très beau. Je que pense c'est que le bordel. c'est le bordel et que ils vont devoir. Je pense que la Fox va à la fin sortir le film et limiter la casse et ça ira bien. Et Josh Boone ira faire quelque chose. Le Fléau, je crois que c'est ce que disait Emily. Il va faire le Fléau en adaptation de Stephen King. Et à chaque fois, Emily dit quand est-ce que vous avez fini avec Josh Boone que je puisse le récupérer. Mais ça se trouve, c'est Spielberg qui va s'en occuper avant, parce qu'il lui aussi veut faire des projets de Stephen King. Donc Exact. tant mieux pour Emily. Tant mieux pour Emily. Et on finit avec les projets potentiels de la Fox. Il paraîtrait que Brian Kevogan est en train d'écrire un scénario pour Silver Surfer. Voilà. On n'en sait rien. De toute façon, la Fox est en train de donner du taf à plein de gens, mais il y a peut-être un rachat par Disney. Enfin bref. Puis on a tellement aimé la première apparition du surfeur d'argent au cinéma qu'on a envie d'en avoir d'autres. Tout est possible. On va vous parler maintenant quand même de quelque chose que vous attendez au moins autant que nous et qui arrive dans quelques jours. Ah bon? C'est Avengers 3 Ah bon? Infinity War. Comment? Vous n'étiez pas au courant? Vous partez tout de suite. On a des petites infos rigolotes. En fait, il y a eu plein d'annonces différentes sur le nombre de héros qu'il y aurait dans le film et tout depuis le début. Et effectivement, les frères Russo, ils avaient envisagé de mettre les héros Netflix dans la boucle. Et en fait, non. En même temps, Mais en même temps, je Voilà. pense que ça ne dérangera personne. Ou peut-être les gens qui ont fait la pétition pour avoir une saison 2 de Inhumains. peut-être. Ces gens-là. En tout cas, une chose est sûre, Marvel Studios, ils semblent vraiment stressés à la sortie de ce film. On peut comprendre, il y a un sacré enjeu et ils font vraiment tout pour éviter les spoils. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de critiques dans la presse avant la sortie officielle. Les projections blogueurs, etc. vont être quasi inexistantes ou très très peu présentes et très 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 contrôlées. En gros, c'est une sortie à la Star Wars où tu as la projection presse qui est dans les 24 à 48 heures avant. Et il n'y a pas d'avant-première publique. Ça y compte aussi énormément. Et c'est pas pour rien qu'aux États-Unis, la sortie a été avancée. En fait, on avait une semaine et demie d'écart entre nous, notre sortie, et la sortie aux États-Unis. Et finalement, ils ont fait ça au vendredi. Donc chez nous, ça sort toujours le mercredi et chez eux, ça sortira le vendredi pour que les Américains aient aussi le moins de choses potentielles qui puissent fuiter et autres. Moi, limite, j'ai dû signer des trucs avec mon sang. Si à un moment, je pense qu'ils vont peut-être me prendre un organe aussi pour m'assurer que je dise Ils le rien. rendront qu'à la fin. Le rendront qu'à la fin si j'ai pas fait de conneries. Mais en même temps, ils ont raison parce que on attend tous ce film. On veut tous savoir qui va mourir, on veut tous savoir ce qui va s'y passer, on veut aussi savoir comment va s'appeler Avengers 4 parce que Avengers 4 dépendra de ce film, la phase 4 dépendra de ce film. On sait On qu'il y a veut savoir où sont Hawkeye et Ant-Man. On veut savoir où sont Hawkeye ou Ant-Man, hein, justice pour Hawkeye, s'il vous plaît. Donc, est-ce que, je sais pas comment les médias vont gérer, mais on a toujours ce type d'article de les scènes post-génériques expliquées. Je dis rien parce que j'en fais aussi partie, parce que des fois elles sont vraiment très compliquées et que si tu connais rien, notamment je me souviens pour les Gardiens de la Galaxie, il fallait expliquer c'était quoi Adam et pourquoi il y avait des gens qui auraient pu faire quand t'as vu le film. Et à la fin de Thor Ragnarok aussi, il y a des gens qui savaient pas ce qui C'était était quoi dans le vaisseau l'espace. Ouais, c'était quoi le vaisseau D'ailleurs, Emily m'a demandé c'était quoi le vaisseau et elle m'a dit c'est le vaisseau de Black Panther, vu qu'elle savait que Black Panther arrivait après. Je fais non, pas celui-là, ils annoncent un autre film. Le vaisseau qu'on voit aussi dans la dernière saison des Agents of Shield d'ailleurs. Ah bon? Eh oui. Non. Et si. Tu déconnes. Et non. Oh non, j'ai toujours pas regardé. Bref. Donc ouais, ils sont stressés et ils ont raison d'être stressés et ils ont quand même intérêt à pas se moquer de nous. Et du coup, on l'a déjà évoqué, on s'est dit mais qui pourrait donc bien mourir dans ce film? Tous! Parce qu'a priori, on veut des morts. Il va y avoir des morts. Ouais. Et on en veut. On en veut en plus de ça. On en veut parce que il faut que Thanos ne soit pas un méchant comme les autres. Ouais. Et puis il faut peut-être aussi un peu renouveler le Panthéon. Il faut dans tous les cas renouveler, mais surtout on veut des morts parce que là, si je dis pas de bêtises, le seul Avengers élargi qui est mort, c'est Quicksilver. C'est ça. Et Coulson. Oui, mais c'est un agent du Shield. Enfin, ouais, moi j'étais triste quand Coulson était vrai mort dans le premier. Mais voilà, mais finalement on a eu genre 2 morts
un peu importante. Ah non, il y a aussi The Ancient One, mais même The Ancient One, enfin, Ouais, bah, elle meurt dans le film où tu l'as vu la première fois, enfin, ouais, t'as pas c'est... de. Et même Ça- Odin qui meurt, c'est pas si... parce qu'il meurt de vieillesse, bref, C'est du secondaire. voilà. Donc, on vous a demandé votre avis. Selon vous, qui va mourir dans Avengers Infinity War? Eh ben, vous êtes à peu près du même avis que beaucoup de gens sur les internets mondiaux. Et chez nous aussi. Et chez nous aussi, c'est probablement Captain America qui pourrait disparaître. On est 12,31% des gens à avoir dit ça. Effectivement, si vous êtes lecteur de comics, vous savez comment évolue Captain America. Quand on voit la place pas très importante qu'a Falcon dans le MCU, on sait qu'il pourrait prendre la place. Enfin, voilà. Que Chris Evans a dit qu'il voulait mourir aussi. Vous avez ensuite voté pour Iron Man. C'est vrai qu'Iron Man, bah, il est là depuis le tout début, donc il pourrait Ça peut-être fait 10 ans, hein. passer à autre chose. Moi, je verrais bien Robert Downey Jr. Être toujours là, mais en retrait, en étant à la fois genre un patron du Shield qui prend l'armure de temps en temps ou des trucs comme ça. Je pense pas que c'est lui qui va mourir. En troisième position, c'est Vision. Bah, effectivement, il possède sur le front une des pierres de l'infini, Ouais, et donc puis il y a une scène dans le générique, il y a une scène dans dans le le trailer. trailer où Pardon. il est en bien mauvaise position. Et après, on quitte un peu les Avengers. En fait, si tu regardes sur les trois... Loki, oui, Loki, le collector, en fait, ça va aussi avec Vision, c'est juste des personnes qui ont des Infinity Stones. exactement. Ouais. Euh, Après, il y a plein d'autres noms. Je crois que j'avais mis tous les noms, j'avais même Voilà. mis les méchants. Après, Je- effectivement, Drax pourrait peut-être mourir selon certains parce qu'il peut tellement péter un câble face à Thanos et se jeter dessus qu'il Et comme pourrait crever. il a désigné Thanos comme son nouvel ennemi, étant donné qu'il a mis fin à Ronan. Tout à fait. Voilà. Ensuite, War Machine, bon, il a déjà assez pris cher. Nebula, pourquoi pas. Hawkeye, encore faudrait-il qu'on sache ce qui lui arrive. Est-ce qu'il est là? Et Corvus Glaive, bah, c'est un méchant, donc enfin, en même temps, s'il meurt, On s'en fout. ça changera pas la chronologie du reste Non. à suivre. D'ailleurs, avant d'aller voir Avengers 3, t'en es où dans ton marathon? Eh ben écoute, moi j'ai fini, j'ai fait une exception, j'ai pas revu Age of Ultron parce que je l'avais vu il y a pas longtemps, mais je suis donc à jour. Ouh. Moi aussi, je suis à jour. Alors, Eh bien, dans ce que j'ai eu plaisir à revoir, bah, il y a le premier Iron Man, puisque c'est le premier Iron Man et c'est chouette. Il y a toujours Winter Soldier qui reste pour moi un des très très bons. Et puis me replonger dans le premier Gardien de la Galaxie m'a fait bien plaisir aussi. Ceux qui m'ont un peu moins touché, bon bah il y a Hulk hein, forcément parce qu'il est tellement hors, il est presque hors MCU. c'est pas le même acteur, ouais, il y a eu plein de... Et puis bah, j'ai toujours du mal avec les Thor, particulièrement avec Dark World qui Ouais, m'intéresse pas trop. ouais. En fait, ça a été assez marrant. J'ai pris énormément de plaisir à refaire tout le marathon et même sur la fin, j'ai pas respecté une semaine en film et je les ai enquillés comme des petits bonbons. C'est ultra enivrant de faire ça et d'attendre Infinity War et j'ai pas eu de nouvelles surprises. Je me souvenais vachement de ce que j'avais ressenti en ayant vu les films pour la première fois. Et tout ce que j'avais ressenti à ce moment-là, et ben, je l'ai ressenti à nouveau. Donc évidemment, Winter Soldier restera pour moi le meilleur film. Mais même Ant-Man, je me souviens enfin, en le revoyant, je me suis dit, mais oui, c'est normal que j'ai aimé. Je me souviens, après avoir vu, quand je regardais Age of Ultron, je me souviens de toutes les conversations que j'avais eues avec Cyril et Aurélien quand on était sortis de la projection presse en disant, mais ce film est merveilleux parce qu'il fait ça, il fait ça, il fait ça. Il y a plein de, voilà, il y a plein de trucs. Même les films que j'ai moins aimés, je pense évidemment au Thor qui, quand même, en les revoyant, était moins cool. Et même Thor Ragnarok, et bah c'est... Oui, je l'ai pas trop aimé, mais c'est pas grave en fait. Même Spider-Man Homecoming, bah c'est... Voilà, donc j'ai pas eu de nouveaux sentiments, mais c'était tellement bien de voir tout ça en vrai. Moi aussi, j'avais un plutôt bon souvenir de tout ce que j'avais vu. Je pense que je les avais tous déjà revus au moins une fois. Mais c'est vrai que mon classement n'a pas bougé en le faisant en mode marathon. Enfin, ceux que j'aimais moins, je les aime toujours moins, et ceux que j'aimais plus, je les aime toujours plus. Il y a peut-être peut-être Iron Man 3 qui m'a un peu plus gavé que ce qui m'avait gavé en salle. Parce que notamment bah, la fin, l'arrivée de toutes les armures et tout, quand tu le regardes chez toi, Ça claque moins. ça claque moins effectivement. Mais globalement,
même à la fin, ça n'a jamais été un moment de ah, c'est vrai qu'il faut que j'en regarde un. Ça s'est fait dans la douceur. Et Émilie n'étant pas là, mais je sais qu'elle a fait le marathon, et je sais qu'on en a beaucoup parlé quand elle voyait les films, elle m'envoyait ses réactions à chaud. Et à la fin, ça a été. Le premier film qu'Émilie a vu, c'est Ant-Man, et qu'elle l'a vu avec moi. Et elle me dit, mais il y a plein de trucs que je comprends pas. Donc c'est vrai qu'il y a des références aux comics. Dans tous les films, il y a des références aux comics, mais celle-là, tu les sens pas. Tu te dis pas, là, je viens de rater un truc. C'est pas grave. Alors que toutes les références aux autres films, tu, quand tu les vois, tu fais là, j'ai pas pigé et je sens que il y a moyen de piger. Maintenant qu'elle a vu tous les films, elle dit c'est dingue comment tout est lié, c'est impressionnant. Et elle qui était pas une grande fan de l'univers, elle devient quand même méga hypée pour Avengers 3 et c'est assez cool. Donc voilà, enfin, le marathon, c'était une bonne chose à faire et mon dieu, on a quand même une belle passion. D'ailleurs, si vous aussi vous l'avez fait, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé de revoir tout ça un peu en condensé. Mais du coup, quand on aura vu Avengers 3, on va être à nouveau dans l'attente. On va attendre Avengers 4. Non, non, non. Bah, on aura d'autres choses sous la main entre temps, mais quand même. Et alors d'ailleurs, c'est quand même un projet qui est assez dingue. Une production qui concerne autant de monde, il paraîtrait que seulement 6 personnes connaissent le titre d'Avengers 4. Ouais. Alors du coup, est-ce que on va avoir des infos dès la sortie d'Avengers 3 par du post-crédit ou rapidement par des communications on ne sait pas. Je pense qu'il faudra qu'ils attendent quand même qu'il y ait un certain nombre de gens qui aient vu le film. Mm. Mais on va peut-être commencer à enfin avoir des informations. Je pense qu'on n'aura rien. On aura des idées, non, parce qu'ils disent qu'on aura le titre, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je sais pas, je veux voir le film maintenant. Mais effectivement, le MCU va pas s'arrêter pour autant. On sait déjà que cet été, on pourra profiter de Ant-Man and the Wasp. Oui. Alors c'est du coup effectivement un film qui n'est pas la même ambition, mais néanmoins sympathique s'il est au niveau du premier Ant-Man qui était quand même très chouette. Ils sont en train de faire quelques reshoots. Donc, pas d'inquiétude, ils sont pas au niveau de New Mutants. Il y a un classique dans les films Marvel, et on va dire presque dans les blockbusters en général. La question qu'on se demande, c'est est-ce qu'il se passera plutôt avant ou après Avengers Infinity War. Nous, on est plutôt d'avis de penser que ça se passe juste après Civil War et donc avant Infinity War. On verra tout ça cet été. De toute façon, j'ai fait un article en vrai qui explique, qui est disponible sur le site, qui explique où se place Ant-Man dans la chronologie et pourquoi s'il sort après Infinity War, pourquoi l'histoire se passe avant. En fait, tout ça c'est des théories, mais en tout cas tout est expliqué sur le site et comme toujours, c'est assez logique de la part de Kevin Feige de faire les choses de cette manière-là. Mais non, on s'en fout d'Avengers 4 parce qu'avant il y aura Captain Marvel. On va vraiment devoir faire un générique pour les news de Captain Marvel. Et là, j'arrive quand même avec des vraies news parce qu'on connaît le casting. Lee Pachi revient dans le rôle de Ronan the Accuser, accompagné de Jimon Unsu, qui joue Cora the Purger. En gros, oui, les cris vont être en force, ce qui est assez normal, et ils seront accompagnés de Jude Law et de Gemma Chan, respectivement Marvel et Minerva. Donc Minerva est une généticienne et elle serait la grande méchante du film. Et ce n'est pas tout, parce qu'il y a aussi d'autres noms qui sont apparus, à savoir Ben Mendelsohn, qu'on a vu dans Star Wars Rogue One, Lashana Lynch dans Steel Crossed, Algenis Perez Soto, Rune Temte et McKenna Grace. McKenna Grace, en fait, c'est une gamine qui a une dizaine d'années et qui a fait le film Gifted avec Chris Evans, justement. Et c'est la seule dont c'est pas trop... Non, tous ces gens-là sont pour des rôles inconnus, Et oui, et donc je pense que McKenna Grace va faire les flashbacks de Carol Danvers dans son enfance, ce qui semblerait assez logique. Mais la grande nouvelle que tout le monde avait beaucoup parlé, c'est le grand retour de Phil Coulson dans un film du MCU. Oui, moi je suis content. Toi t'es content? Personnellement je m'en fous, mais voilà. En tout cas je me pose juste une question, c'est comment on l'intègre? Est-ce que c'est dans les années 90, donc du coup il va devoir subir un rajeunissement? Ou est-ce que c'est genre
plus ou moins au même moment que Avengers. Enfin bref, comment ils l'intègrent, c'est un petit peu bizarre. Et juste un truc, parce que c'est ce que tout le monde disait, on va dire, ah ça se trouve, on va savoir que c'est un Kree et... non, un Skrull, et comme ça irait avec Avengers 4, Secret Invasion et les Skrulls. Mais juste, on va se rappeler, il est quand même mort, et quand un Skrull meurt, il reprend sa forme Skrull. Donc ça peut pas être un Skrull. Voilà, c'est tout pour moi. Mais moi, je suis content de le retrouver. J'ai toujours bien aimé. Dans Avengers, son côté fan presque enfantin de Captain America était sympa. Dans Agent of Shield, malgré tous les défauts de la série, l'écriture du personnage de Coulson est quand même toujours réussie. Mhm. Il y a plutôt des problèmes de scénario, mais l'écriture de son personnage, je le trouve sympa. Enfin, à la fois leader, à la fois sensible, à la fois. Enfin bref, moi je l'aime bien, donc je trouve que c'est une bonne idée. Après, encore faut-il que son retour soit justifié et que ça amène quelque chose. En tout cas, il a commencé le tournage aujourd'hui, parce qu'il a posté une photo aujourd'hui. Et on va conclure avec une petite info de Sony. Oui, Sony n'est pas mort, il existe encore des choses. Et oui, il existe toujours le projet Venom. Vous avez probablement vu un petit teaser tout tremblotant, un peu bizarre, qui ne montrait pas grand-chose. Pour l'instant, bon, bah voilà, il montre pas grand-chose, donc ni pour ni contre, bien au contraire. En attendant un vrai trailer, on sait par contre que Carnage, donc Cletus Cassidy, sera bien dans le film. On s'en doutait, c'était déjà évoqué depuis un moment. Mais ce qui est sympa, c'est qu'il sera joué par Woody Harrelson. Je pense que Woody Harrelson, pour jouer un mec taré, c'est plutôt un bon choix de casting. Oui. Bon, et ben c'est tout pour les news. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Black Panther. Must feel good. Sitting here comfortable. What do you want? Your secrets. Your weapons. I'ma burn it all. This ends today. Étant donc de parler du film Marvel qui a déchaîné tout le monde en ce début d'année 2018, je parle bien sûr de Black Panther. Alors, Black Panther est sorti il y a déjà un mois et demi, presque deux. Ouais, le 14 février il est sorti. Donc, par rapport à d'autres chroniques qu'on a pu faire, d'autres MCU Talk, là on va parler avec un peu plus de distance dans nos visionnages. Oui. Ce qui n'est pas forcément mieux ou moins bien, simplement, voilà, on va être un peu moins sur des impulsions et puis un peu plus à tête reposée. C'est mieux. Tu l'as vu combien de fois, du coup? Moi, je l'ai vu 2 fois. Ok, moi aussi. Parce que la première fois, je m'étais un petit peu endormie. Et c'est pas parce que le film est nul, c'est vraiment parce que j'étais fatiguée. Moi, je l'ai vu 2 fois parce que je l'ai bien aimé. Je l'ai pas forcément aussi aimé que ce qui semble être l'engouement général qui le place quand même très très haut. Mhm. Bah, je vais rentrer tout de suite un peu dans mon analyse. Les points qui sont très réussis, je vais pas être très original, hein, c'est à peu près les mêmes que tout le monde. Toute la direction artistique autour du Wakanda est quand même vraiment très chouette. Ce mélange d'ultra futurisme et de culture tribale, de tradition africaine, moi m'a beaucoup plu. M'a plu en tant que quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose en culture africaine, entendons-nous bien, donc j'ai pas vu des symboles ou des références, j'ai pas de culture plus que ça, mais du moins dans l'image que j'en ai, j'ai trouvé que ça semblait valorisant de cette culture-là. Oui, de toute façon, le musée du Quai Branly avait analysé l'un des trailers, je crois que c'était le premier ou vraiment, et qui justement expliquait que oui, pour nous, néophytes issus des colonisateurs, on n'allait rien piger, mais que si, il y avait quand même des trucs, enfin, rien n'était choisi au hasard. En tout cas, c'était valorisant, il montrait pas du tout la culture africaine comme un truc en retard. Bah justement, comme c'est le pays technologiquement le plus avancé, ça casse quand même des préjugés qu'il y a parfois quand cette culture-là est montrée au cinéma. Donc ça, c'était très chouette. Il y a du coup, en complément de cette DA, il y a toute cette culture qui justement part effectivement de la tradition, mais mélange aussi avec des choses plus contemporaines le fait que T'Challa fasse un check avec sa sœur par exemple. Enfin, c'est des détails, mais c'est de la culture hip-hop. Il y a des petites choses comme ça qui la mettent en avant sans en être dans la promotion excessive à te faire regarder, c'est
un film. Enfin voilà, on sait que c'est un film qui se passe en Afrique. On sait que il y a un casting afro-américain et ça suffit. Et on n'est pas là à nous dire tout le temps, regardez, c'est la culture africaine. Enfin, elle s'exprime naturellement. Et je trouve que c'est une vraie réussite de ce point de vue-là. Et un autre, je vais faire un top 3, après on rebondira l'un sur l'autre. Un autre très bon point, c'est vraiment l'écriture de l'adversaire de Kilgrave, parce que on a un personnage qui est un méchant avec des motivations humaines, on va dire. C'est pas le méchant, c'est pas conquérir le monde, c'est pas juste je Détruire suis le méchant. monde, ouais. Il a un point de vue qui, d'une certaine manière, peut se comprendre. Enfin voilà, la volonté de défendre notamment les Afro-Américains qui sont dans une situation difficile aux États-Unis pour beaucoup. Voilà, de dire que le Wakanda avec son pouvoir doit intervenir pour ce que lui considère comme son peuple à part entière. Là où T'Challa, lui, limite son peuple entre guillemets aux habitants du Wakanda. Enfin, je trouve qu'il y a une vraie écriture qui rebondit sur des problématiques existantes, etc. Et qu'il y a un personnage en plus qui est très bien joué par Michael B. Jordan, je trouve. Voilà, un méchant vraiment intéressant, alors que si on nous avait juste mis Claw, qui vient dépouiller, Oui, ça aurait pas tenu tout un film, quoi. ça aurait été très différent, et même si je trouve que Claw est splendide, mais il est splendide parce qu'on ne le voit pas beaucoup et qu'il est dans l'excès, et quand il chante What is love, baby, you hurt me. Donc voilà. Pour en revenir au méchant, en effet, il est méchant, on va dire, parce qu'il est agressif et qu'il a une manière de faire qui est vraiment, on va dire, très totalitaire. Mais on peut, à aucun moment, je me suis dit, il a tort, au final. Et c'est d'ailleurs ce que T'Challa aussi se dit, c'est que l'action de Killmonger fait évoluer. Oui, j'ai dit Kilgrave au début, Non, c'est ça n'a Jessica rien à Jones. voir. Mais voilà, Killmonger fait évoluer T'Challa, ce qui n'est jamais arrivé. On n'a jamais eu un méchant qui a fait évoluer le gentil. Qui a fait se remettre en question. Le Ouais. héros. Là, il l'a vraiment. Parce que. C'est vrai, Captain America, c'est jamais dit finalement le nazisme. C'est chouette. Attendez, on supprime tout et on revient. Mais oui, je suis entièrement d'accord. Il y a une vraie relation entre les deux particulière. Et là aussi, on en revient aussi à. Il y a beaucoup de aussi dans cette phrase. Que les méchants les mieux écrits sont des méchants qui sont issus de la famille du héros. Loki est un très bon méchant, mais parce que il est proche de Thor et qu'il oscille entre être un connard et être le frère de Thor. Et après, on a un peu de mal, tu te souviens quand on a fait le top 3 des meilleurs méchants, on a un peu hésité et on a finalement désigné Hela. Mais là, et on en revient à quelqu'un qui est issu de la famille de Thor, mais c'était plus parce que Hela était toute puissante et aussi parce que c'était la première femme à être l'antagoniste. Mais voilà, en fait, on a besoin. D'une certaine manière, c'en est de la famille. Dans le premier Iron Man, Stein fait un peu évoluer Tony Stark. Oui. Aussi. Mais dans une moindre mesure. Disons que ça conforte Tony Stark dans l'évolution qu'il est en train de prendre. Mais en effet, quand on voit arriver Killmonger, il y a eu ça, et c'est moi ce qui m'a plu dans le film. Et disons que l'engouement médiatique et du public a été vraiment sur une chose que nous on n'a pas trop ressenti en France parce que la communication n'était pas axée comme ça et qu'on n'a pas la même. On va dire dans les médias on n'en parle pas de la même manière, mais oui, aux États-Unis il y a un vrai problème des minorités, et je dis pas que les minorités sont le problème, c'est juste qu'il y a un problème d'intégration des minorités, et que les minorités ont été heureux de enfin avoir un héros auquel s'identifier. C'est finalement la même structure de communication qu'a eu Wonder Woman chez DC. Wonder Woman a été désignée comme un film féministe parce qu'enfin on avait une femme super-héroïne, enfin on avait une femme dans ce milieu-là, et qui en plus de ça a été réalisée par une femme. Je sais, je regrette pas d'avoir poussé les gens à aller voir Wonder Woman, parce que justement il fallait montrer au studio qu'on pouvait, et qu'il y avait une audience pour aller voir
des films avec des super-héroïnes et qu'il fallait pas attendre et 2017 pour Wonder Woman et 2019 pour Captain Marvel. Ça fait quand même très long par rapport à 2008 et Iron Man. Mais là où Black Panther réussit, c'est que on a un message politique. Oui, il s'approprie le sujet Il et s'appro- n'en est pas simplement un argument marketing. Non, il s'approprie vraiment, il y a vraiment un message politique. Coogler, il le fait, il y va à fond. Et c'est difficile, hein, on est quand même dans un film Marvel, dans un film Disney, où on n'est pas trop censé aborder de la politique, on est censé toucher tout le monde sans trop de distinction, mais il y va quand même sur la politique, il y va justement avec l'axe de Killmonger, mais il y a aussi Black Panther qui justement lui est plus sur le recentrer sur soi, mais il y a Nakia qui veut faire évoluer, il y a Shuri aussi, Shuri est magnifique dans son écriture, autant Peter Parker m'avait saoulée, mais elle est géniale. Donc, voilà, en fait, moi c'est ça qui m'a plu, c'est que Marvel a pris un énorme risque en apportant de la politique dans ses films, qu'on n'avait pas trop eu, même dans les films Captain America, finalement, on n'avait pas tant de politique que ça. Non, parce que c'est vraiment ça reste du Hydra, donc ça reste presque du conspirationnisme. Ouais. Et effectivement, c'est très différent comme façon d'aborder le sujet, même si là, euh, enfin, c'est pas une critique parce que je leur demandais pas d'en faire plus, mais effectivement, ils expriment que les populations noires souffrent dans des pays comme les États-Unis. Par contre, ils émettent pas clairement que c'est la politique des blancs, enfin voilà, des gouvernements blancs, les problèmes de police. Ils indiquent pas directement ils parlent de la victime, mais pas forcément de l'oppresseur, on va dire. J'y mets des guillemets parce que c'est pas non plus. Enfin, faut pas faire des raccourcis, etc. Donc ils ont quand même un discours qui est contrôlé, mais effectivement, il a le mérite d'exister. C'est une bonne Il se chose. base aussi sur ce que les gens savent dans les médias, mais c'est au final aussi comme dans Luke Cage, si on regarde dans Luke Cage aussi, c'est abordé, mais jamais on voit. Non, je pense pas, mais je crois que jamais dans Luke Cage on voit la police faire quelque chose de mal à l'encontre des habitants Je de crois Harlem. pas non plus. C'est très intra, mais voilà, tous les sujets qui ont été abordés ces dernières années, le Black Lives Matter a été abordé dans Luke Cage et abordé d'une certaine manière dans Black Panther. Donc voilà, c'est ça moi qui m'a plu, c'est ils ont osé et ils ont bien osé, ça a bien fonctionné. Coogler fait un travail de dingue. Tout le casting est très bon Il y a, aussi. Pour le coup, il n'y a pas un seul. Il y a rien à dire. Même l'acteur qui joue, j'ai oublié le chef de la tribu qui est dans la montagne. Oui, l'homme singe en version française, Voilà. Man Ape. Je l'avais vu dans une autre série, enfin dans une série dont j'ai oublié le nom alors que je l'ai beaucoup aimé. Cette série où tout le monde est espionné machin par des espèces d'intelligence artificielle, etc. Ça m'énerve. Bref, une très bonne série où lui jouait un gangster et était pas très intéressant. Enfin, il était vraiment un gangster classique. Et du coup, quand je l'avais vu au casting, je m'étais dit, tiens. Et finalement, je l'avais trouvé très bon. Et là, d'ailleurs, il y a eu une très bonne écriture, effectivement, sur son implication, son aide, etc. Ça, c'était très très bien. Et là aussi où je suis d'accord avec toi, c'est sur le côté, on vous présente le Wakanda, voilà ce qui est un pays d'Afrique sans abuser des clichés, sans avoir le côté National Geographic. Mais quand même au début j'ai eu vraiment l'impression de waouh, on me montre ce que c'est que le Wakanda, genre comme un super reportage d'Arte. Et j'avais pas l'impression d'être dans un film de super-héros, dans un film de Marvel, j'avais vraiment l'impression d'être dans un documentaire. Et oui, effectivement. Et puis toute cette partie très sur la pauvreté, etc. Bah, finalement, c'est la couverture du Wakanda, donc c'est pas un cliché. Enfin, c'est une certaine vision de l'Afrique qui existe malheureusement, et pour le coup, c'est aussi là aussi une carte scénaristique, Mm. et c'est pas gratuit dans la présentation. Ouais, non, au final, il n'y a pas grand-chose qui est gratuit.
Pardon, excuse-moi, c'était Person of Interest, la série que je cherchais dans D'accord. laquelle l'acteur jouait. Pardon. Non, non. Il n'y avait pas grand-chose de gratuit. Après, oui, c'est pas surprenant. Enfin, après, il y a une structure qu'on va dire qui est propre à Marvel. Le héros, il se bat contre le méchant, il n'y arrive pas, il a besoin d'aide. Enfin, c'est des trucs qui arrivent. Enfin, c'est pas été surprenant. J'étais très surprise de la scène de fin de bataille. J'avais l'impression d'être dans Star Wars. Dans l'épisode 3, quand il est sur Mustafar. Moi, je me suis un peu fait chier la scène de fin. Et justement, c'est cette scène de fin qui, je trouvais, ne collait plus avec le film. Bah, pour moi, tout le combat final, enfin, ce côté rébellion, est quand même très très long, très très brouillon. Il y a un moment avec les boucliers, j'ai eu l'impression de voir des Gungans. Les rhinocéros sont quand même pas très réussis Oui. en images de synthèse. Et puis le combat entre eux est très long et en plus c'est dans le noir, chacun avec son costume de Black Panther. Heureusement qu'ils ont des couleurs différentes pour Tout qu'on ça. puisse les Et différencier. à partir du moment où il a un couteau dans le ventre, il met quand même vachement de temps à mourir. Alors je suis pas médecin, mais j'ai quand même trouvé ça un peu temps. J'avoue que ça, tu vois, je l'ai noté un peu dans les points faibles du film. Je dirais les scènes d'action en général, en dehors des combats Du rituel. Ouais. Mais elles sont quand même très brouillons. Dans le casino, ça m'a moins dérangé parce que c'est un espace confiné, etc. Mais dans la grande plaine et dans le tunnel, j'ai trouvé que comme du coup c'était un peu bordélique, pas très lisible, mais je dirais malheureusement comme 90% des films d'action qu'on a aujourd'hui, voilà, j'ai toujours le même côté réac sur lequel je m'exprime à chaque fois. Ah bon Mais du coup là c'était brouillon et en plus avec, je trouve, une CGI parfois un peu grossière. Ouais, c'est vrai que cette partie-là est vraiment le point faible du film. Et la CGI, c'est quand même un peu dommage parce que effectivement le Wakanda est très beau, mais le Wakanda est très faux. Et je trouve que ça se voit. Ah ouais? Et je trouve que ça manque vraiment d'utilisation de décors naturels. Si on imagine qu'est-ce qu'il y a eu comme film, beaucoup dans les décors naturels, dans des registres qui n'ont rien à voir, mais on prend Mad Max Fury Road, le désert, tu sens que les mecs ils crament dans le désert. Dans The Revenant, c'est l'extrême inverse, tu sens qu'ils sont vraiment en train de peler. Et là, alors on peut me dire oui, bah, c'est un peuple qui vit là, donc ils sont pas gênés par la chaleur ou peu importe, mais même Martin Freeman il s'en fout. Enfin, t'as un espèce de côté très, ouais, un peu trop propre, et je trouve c'est dommage, notamment sur toute la partie où ils arrivent au Wakanda et c'est survolé. C'est dommage qu'ils aient pas eu au moins un budget pour aller faire des plans en hélico. Alors, il y en a peut-être un bout, mais en tout cas il y a quand même un gros mélange d'images de synthèse qui m'a pas mal dérangé. D'accord. Et pareil sur les plans très larges de la bataille finale, j'ai eu un peu l'impression d'avoir une cinématique de jeu vidéo et qu'il n'y avait pas trop d'esprit de la nature présent là-dedans. Ce qui est en plus encore accentué par le traitement de la couleur de Marvel qui est particulier. Et ça, c'était un peu dommage. Il y a beaucoup de plans où les dialogues sont on va dire, dans une zone où tu vois les personnes et pas beaucoup autour. Et je trouve que justement toute la qualité de la direction artistique est pas mise en avant par des plans assez ambitieux et par une CGI qui pêche un peu parfois. Et ça, c'est dommage. Ok. Mais bon, au final, t'as quand même aimé. Tu le mettrais quoi dans ton top 3, top 5? Non, pas dans mon top 3, c'est certain, parce qu'il y a déjà les Gardiens, Avengers et, Winter Soldier. Dans mon top 5, je sais pas. Il est dans les bons, hein, il n'y a pas de souci, mais en fait, c'est-à-dire que. Est-ce que tu le reverrais Oui, en fait, disons qu'il a la fraîcheur de son univers qui m'a beaucoup plu, mais s'il y avait eu le même niveau de réalisation dans un Marvel qui se passe à New York, là j'aurais été plus déçu en fait. C'est-à-dire que toute la nouveauté qu'il nous amène nous emporte facilement, et j'avoue que ces faiblesses-là, je les ai plus relevées quand je l'ai revu
qu'au premier coup, parce que bon, j'ai regardé, enfin, j'ai fait l'œil du gars qui cherche un peu la petite bête aussi, mais ouais, c'est difficile. Après, de toute façon, le classement, il est difficile à faire, mais je le mets en dessous d'un Doctor Strange, par exemple, en D'accord. termes de qualité de réalisation Oui, du film. ouais, je Après, vois ce que tu veux il y dire. a effectivement tous ces propos et tout ça que dans Doctor Strange, il n'y a pas parce que c'est pas le sujet, qui lui donne des points en plus, mais en réalisation des films et en ambiance, euh, je le mets. Oui, c'est peut-être moins poussé parce qu'ils pouvaient pas tout faire et une sacrée ambiance et un Hmm. message. Je pense qu'ils ont dû faire un choix. C'est vrai que sur les derniers films solo, premiers films solo, on a eu Doctor Strange et Ant-Man. Je me souviens que moi, Ant-Man est quand même fait partie de mon top juste parce que je m'attendais pas du tout à ce traitement-là du personnage et donc que j'ai tout simplement surkiffé. Doctor Strange, j'ai été très surprise, mais il y a pas eu énormément de surprises parce qu'on savait sur quoi on allait tomber. Hmm. Et un peu comme Black Panther aussi, on savait, même si je pensais pas que le propos politique allait être aussi important, mais voilà, j'ai pas été surprise. Oui, comme on connaissait, nous, les comics, on a trouvé une très bonne transposition de ce Et voilà, en qu'on fait, connaissait. comme on nous vendait certaines choses, je m'attendais à avoir certaines choses, et c'est des choses que j'ai eues, comme pour Doctor Strange. Ant-Man, comme je savais pas du tout sur quoi j'allais tomber, j'ai beaucoup plus été surprise par Ant-Man que par les autres. Mais oui, pour un premier film, il est, euh, Mm. il est bien géré, et ça prouve que Marvel arrive encore à faire des premiers films pour un personnage. Oui. Et, justement, on parlait tout à l'heure de la communication qui a été faite autour de la culture africaine. Effectivement, c'était un axe très, très justifié et bien fait. Mais finalement, tu vois, dans le trailer, on voyait déjà la salle du trône de Man Ape avec Oui. les défenses qui étaient très chouettes, la salle du trône du Wakanda, la zone où il y avait le duel. Et par contre, du coup, dans le film, on a revu de ça, mais il n'y a pas eu de choses en Oui. plus, selon moi, hein, sur ce qu'on avait déjà vu. Et le trailer, comme il m'avait beaucoup plu, je l'ai revu plusieurs fois, etc. Donc je dis, ah oui, ça j'avais vu, ça j'avais vu, ça j'avais vu. Il n'y a pas eu de nouveaux décors Et spectaculaires. c'est pas aller plus loin dans la mise en avant de la culture que ce qu'on avait déjà vu. Du coup, ça c'est un peu, ils ont un peu grillé trop de cartouches peut-être dans la communication. Et puis, quand on sort du Wakanda, après, visuellement, il n'y a plus grand-chose. Quand ils sont en Asie, En Corée. en Corée, je crois, effectivement. Là, pour le coup, on a une ruelle sombre et un casino, et on n'a plus rien Non, il n'y a de rien travaillé qui te fait plus l'impression que tu es en Corée que à Singapour que ou Singapour que. ou à Chinatown à New York. Oui, Parce que oui. d'ailleurs, j'étais même plus. Je sais même plus Je crois que c'est où en c'était. Corée qu'ils vont. Oui, Ouais. là, ils ont été dans le cliché de à quoi on imagine qu'une rue en Asie peut ressembler. Et un qui s'en sort bien, c'est que du coup, autant dans le jeu que dans l'écriture, le personnage de l'agent qui est joué par Martin Freeman Everett Ross. se place bien dans ce contexte. Bah, Il est du père comme nous. il est perdu, mais du coup, c'est bien fait, justement, tout ça, ce côté. Enfin, j'ai trouvé que c'était bien dosé. Parce que ça aurait pu être complètement foiré. T'aurais pu faire genre le cliché du blanc débile qui essaye de faire des yo Oui. et des trucs comme ça pour montrer qu'il est perdu et du coup le rendre le truc complètement insupportable. Alors que là c'était voilà il est perdu, mais il est perdu autant Il est parce qu'il agent est pas secret dans. aussi, donc Oui, il s'adapte, mais il est perdu autant par la culture africaine que par la technologie du Wakanda. Enfin, il y a oui, il un découvre le ensemble. Wakanda parce qu'il en sait rien. Ouais, et Quand Chloé lui puis. dit qu'est-ce que vous connaissez du Wakanda, bah pauvre, Hmm. des vêtements cool et c'est à peu près tout quoi. Ouais. Il y a si la scène hors Wakanda qui est quand même très chouette, mais surtout grâce à Michael B. Jordan, c'est le cambriolage du musée. Mm. Parce que quand il fait l'interrogatoire, bon déjà, enfin, c'est un mec qui est stylé, mais quand il parle avec la conservatrice ou tout ça, la scène est bien faite.
Il y a ce côté-là, et puis le plan pour cambrioler est toujours est rigolo. Enfin, c'est un truc classique, mais Ça fonctionne. Ça fonctionne bien. À ne pas reproduire chez vous. Ouais, non, mais ouais, je pense qu'on peut dire qu'on a bien aimé le film, d'ailleurs comme vous d'une certaine manière, parce qu'on vous a posé vos questions concernant l'avis sur le film, et vous êtes un tiers à dire qu'il est dans votre top 3 et un autre tiers à dire qu'il est dans votre top 5. C'est finalement pas surprenant. Oui, bah, enfin, il y a après, moi je pense que si je l'avais vu qu'une fois, je l'aurais sûrement plus classé. Enfin, je l'aurais mieux classé parce que j'ai eu vraiment, enfin, je suis allé le voir Oui, pour aller voir les défauts. pour aller voir les défauts et puis pour me concentrer sur la technique, on va dire. Et chose que j'ai pas du tout vu dans le premier, dans mon premier visionnage. Donc, je suis, enfin voilà, tout à fait d'accord dire que c'est dans les très bons, peu importe la position précise qu'on lui donne. Comme d'habitude, on vous a également demandé qui était votre personnage préféré, et ben c'est assez rare que le héros ne soit pas le premier. Oui. C'est quand même souvent. Oui. Et effectivement, Shuri passe devant. Mais c'est tellement vrai. Et c'est amplement mérité. Et je pense que la chose la plus rare, c'est que Killmonger est devant Black Panther. Ouais. Et je sais pas si on a déjà eu un moment où le méchant était devant le héros. Non, jamais. Le méchant est toujours dans les premiers détestés, mais parce qu'il est là pour être détesté. Et voilà, c'est ça le problème entre guillemets de Killmonger, c'est que est-ce qu'on vraiment on a une raison de le détester, à part parce qu'il est le méchant du film, mais comme il apporte quelque chose. D'ailleurs, le fait qu'il meure m'a vraiment dérangé. Je me suis dit qu'il aurait très bien pu être un allié ou un franc-tireur qui allait recroiser à certains moments. Un nouveau Loki, oui, enfin, voilà. Mais c'est justement, ça aussi permet de nous éviter d'avoir un autre Loki, mais... Mais pour le coup, je suis entièrement d'accord. Killmonger est très bien écrit et Michael B. Jordan le joue très très bien. Enfin, il a plus de classe que T'Challa. Mais parce que T'Challa est là aussi pour être le mec qui sait pas trop s'y prendre. Enfin, c'est pas. Il a une autre type de prestance. C'est pas moins bien joué par Chadwick Boseman, c'est l'écriture qui est différente. Hein. Ouais. Mais effectivement, même si on l'avait vu dans le trailer, quand le mec se met torse nu avec toutes ses scarifications, t'as quand même une prestance pour un gars qui est. Enfin, le mec se met en short, quoi. Oui. Il n'y a pas de costume. Bermuda. En Bermuda. En Bermuda. Non, Killmonger est en legging court et c'est Black Panther qui est en Bermuda. Pardon. Mais tout ça pour dire que lui, il a pas besoin d'un uniforme, d'un machin et tout. Enfin, juste, le mec, il est baraque. Bon, il a fait Creed avant, donc en plus, il est. Et puis, il va faire Creed 2 derrière. Enfin, il a un physique et il y a ce travail, effectivement, ce choix de faire les scarifications qui est impressionnant et ça suffit. Et voilà, il se place là très 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 bien. On va peut-être passer aux personnages les plus détestés, effectivement. Et celui qui remporte le plus de votes, c'est Wakabi. C'est pas déconnant. Mais finalement, en fait, c'est lui qui fait un peu chier dans l'histoire. Bah, c'est le traître, en fait. Ouais, mais je sais pas si... Moi, il m'a pas dérangé parce qu'il était le traître, il m'a dérangé parce qu'il était relou. Parce que tu vois, Man-Ape, il change aussi d'avis. Au début, il déteste T'Challa et toute sa famille, et après, il décide de les aider et autres. Mais il est bien écrit. Lui, il est juste relou. Il a qu'une phase, il a qu'un truc. C'est on a tué mes parents. On a tué mes parents, il faut tuer Lisclo. Ouais. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête. Il n'y a pas de... Enfin, le reste, il s'en fout, et du coup, c'est dommage dans un truc où il y a quand même plusieurs niveaux. Parce qu'à la fin, il est contre son meilleur ami, il est contre sa meuf, mais juste, on a tué mes parents. Donc ouais, c'était pas top. Et c'est dommage parce que c'est un qui l'incarne quand on l'a vu dans Get Out et ouf dans Black Mirror, il était
Il était complètement, Non, mais c'est complètement un dedans problème. aussi. C'est pas un problème d'acteur dans Et ce cas-là. là, non, c'est l'écriture. Et ben là, on retrouve à la deuxième place Eric Killmonger. C'est marrant, il est à la fois et le deuxième personnage le plus apprécié et le personnage le plus détesté. Mais enfin, voilà, c'est parce que c'est très subjectif, il est le méchant, il mérite aussi qu'on le déteste. Et on. Les trucs que nous, on a trouvé classe, il y a peut-être des gens qui ont trouvé que c'était too much aussi. Ou... Voilà. Et pour finir le top 3, il y a Ulysse Clos. Mais parce qu'il est. Enfin, Il est fait que pour ça. Enfin, il est fait que pour ça, le il est mec a pas. pillé le pays, c'est un... Et puis on le voit pas beaucoup non plus, donc. C'est un braconnier terroriste fou, donc Et blanc. globalement, Ouais. et blanc. Mais avec un super flingue dans le bras. J'avoue que son bras, il est assez impressionnant. Donc voilà. Ben, c'est tout pour le... Eh ben, c'est tout pour ce sujet de Black Panther. On vous a demandé de nous poser vos questions. On en a 3. Donc la première, c'est moi qui vais y répondre parce que c'est lié à Agent of Shield et donc il n'y a plus que moi de nous deux Il y a qui plus que toi suivons. Mais je vais quand même te lire la question. Donc c'est Loïc qui veut savoir essayer de théoriser un retour de Coulson dans le MCU avec Avengers 4 depuis l'annonce de sa présence dans Captain Marvel, tout en gardant ce qui s'est passé dans la série Agent of Shield. Je te laisse y répondre parce que je comprends pas la question. Alors dans Agent of Shield, En fait, en quoi c'est Coulson sait qu'il a été ressuscité par des technologies extraterrestres, Oui. potentiellement des technologies Kree. C'est pas potentiellement, on sait que c'est des technologies voilà. Kree. Il est actuellement en contact avec une organisation extraterrestre qui s'appelle la Coalition, je crois, qui D'accord. veulent empêcher l'arrivée de Thanos sur Terre. Non. Si c'est eux qui l'alertent que Thanos va arriver et qu'il faut qu'il s'y prépare. Attends, donc là c'est vachement lié avec Avengers Infinity War. Voilà, effectivement, il y a des extraterrestres qui ont prévenu Coulson par l'intermédiaire d'une meuf qui était avant dans l'Hydra que Thanos arrive, et en fait les extraterrestres sont un peu là en mode bon, maintenant Shield Hydra va falloir bosser ensemble parce que sinon c'est la fin de l'humanité. Et jamais ils disent qu'il faut prévenir les Avengers. Et bah, c'est ça qui est un peu étonnant. Alors pour le moment il est retenu en otage, enfin ils sont dans des situations avec des multiples complications qui font qu'ils peuvent pas trop contacter l'extérieur, donc D'accord. je dirais que là ça c'est pas trop gênant dans Agent of Shield, mais même si c'est un peu bizarre, mais du coup, effectivement, il peut potentiellement, selon comment Agent of Shield évolue, faire partie, avoir des informations, être un lien avec d'autres, entre les extraterrestres et les Avengers s'ils veulent faire quelque chose. Parce que, effectivement, la saison actuelle de Agent of Shield va se finir après la sortie d'Infinity War. Ouais. Théoriquement, ils sont calés chronologiquement à peu près. Sauf que la saison a commencé avec la Terre à moitié détruite. Oui. On suspecte que c'est Quake qui l'a fait. Ah, est-ce qu'elle l'a fait pour empêcher Thanos? Et elle est surnommée, en fait, elle est surnommée Destroyer of World. Oui. On sait aussi que c'est le nom d'une arme secrète de l'Hydra de manipulation génétique inspirée de la machine qu'a fait Captain America, mais quand il retourne dans le présent, on ne sait pas qui va subir cette transformation. Et finalement, est-ce que ce serait pas aussi Thanos qui pourrait être le Destroyer of World, et du coup ce serait en fait une fausse piste dans Agent of Shield dès le début, et finalement ils arrivent à empêcher la destruction de la Terre parce que les Avengers vont empêcher Thanos de détruire le monde. Je sais pas, il y a des liens un peu tordus et qui me sembleraient compliqués à faire, mais possible. Après, très clairement, je ne pense pas que Coulson sera dans Avengers 4. Non, parce qu'il faut pas oublier que c'est pas parce que tu regardes les films que tu regardes les séries. Et on va dire que entre soit les gens ont oublié qui il était, ou surtout c'est qu'il est mort. Rien que pour les Avengers, il faudrait leur dire que Coulson est toujours en vie. Quoique Maria Hill l'a vu dans la Euh, saison. Oui, il y a un moment, elle le une. voit, effectivement. Il y a peut-être même Nick Fury.
Nick Fury aussi. Nick donc- Fury sait que Coulson est vivant. C'est- Mais ça ferait trop de Mais rattrapage à faut un fournir. peu raccrocher les wagons. Donc voilà, en fait, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est comment ils vont mettre Infinity War dans la fin d'Agent of Shield. Dans leur intrigue Dans de la- destructeur de monde. Voilà, dans la fin de la D'accord. saison, plutôt que Coulson dans Avengers 4, où je pense pas. Et Et c'est pas parce qu'il est présent dans Captain Marvel qu'il va être présent dans Avengers 4, parce que on rappelle quand même que Captain Marvel se passe dans les années 90. oui, donc et- là, c'est facile de le. En fait, de l'introduire. tout dépend de l'importance de Coulson dans Captain Marvel. Est-ce que c'est dans la période des années 90 ou si c'est quand elle revient sur Terre? Et je sais pas, moi, vu qu'on sait qu'elle revient sur Terre et elle est censée revenir à notre époque, bah il y a plus Nick Fury parce qu'il est mort dans Avengers, et donc quand elle dit des noms, et ben elle dit, je sais pas, moi, Coulson. Donc voilà. Mais enfin voilà, pour moi, l'intérêt, ça va être surtout la fin de la saison d'Agent of Shield. Par rapport à Parce Infinity que justement, voilà, sur une planète détruite, sur tout ça, c'est déjà le bordel et ce sera encore plus le bordel, mais du coup, ce serait rigolo, même si je vais sûrement trouver qu'ils vont raccrocher les wagons un peu bizarrement, mais ce sera sûrement rigolo quand même de dire ah bon tiens ils ont quand même fait ça. Du coup, on va te donner la question suivante. Mhm. Donc c'est Steve qui avait demandé, en se basant sur les trailers, est-ce que vous avez une idée de la chronologie du film? Est-ce que il y aurait un possible sacrifice de Nebula qui amènerait à l'obtention de la pierre de l'âme? Alors, on va dire en se basant sur dans la première partie, la chronologie du film. On voit pas grand-chose dans le trailer au final, et c'est ça qui est assez bien. Tout ce qu'on voit, c'est que quand même, il doit y avoir le Black Order ou des bestioles du Black Order qui débarquent sur Terre quand même. Parce que je pense qu'il y en a qui... Dans les comics, il y en a un qui sait où sont les fils de Thanos, donc peut-être que là, leur pouvoir, c'est de savoir où se trouvent les pierres de l'infini, donc ils savent qu'il y en a sur Terre, parce que peut-être le Tesseract, mais même si c'est Loki, c'est sur le vaisseau, et notamment Vision. Je pense qu'en gros, on voit Vision qui se fait attaquer, mais qui garde quand même toujours sa pierre. Steve qui débarque à ce moment-là. Une partie des Avengers qui vont au Wakanda. En même temps, il y a Thanos qui arrive à New York, et les gardiens arrivent parce qu'ils ont rencontré Thor. Et je pense que le moment où Thor arrive sur le vaisseau des gardiens et Hulk qui arrive sur Terre, c'est en même moment. Donc peut-être que genre les gardiens ils arrivent et il y a déjà Thor, et enfin je pense qu'on a on a juste vu des images de la première moitié du film, et allez, même pas genre la première heure, sachant que le film dure 2h40. Je pense que tout est voilà. Donc en gros, c'est Thor, l'équipe qui se sépare, et après on sait pas ce qui se passe sur la suite. Non? Si, j'ai essayé de raccrocher les wagons en même temps, mais effectivement, je pense que le trailer ne montre vraiment que le début, à part les quelques flashs de bataille qui eux seront peut-être un peu plus tardifs, comme le Wakanda avec. Pour moi, même ça, tu vois, le flash de bataille du Wakanda, c'est dans la première heure. Tu verras du coup plutôt le Black Order et les armées de Thanos arriver avant que Thanos débarque lui-même. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Et le sacrifice de Nebula pour l'obtention de la pierre de l'âme. Alors, je dis pas non à un sacrifice de Nebula, pourquoi pas. Par contre, je pense pas qu'elle est liée à la pierre de l'âme. En fait, je pense que la pierre de l'âme va juste débarquer et qu'elle va être liée à rien du tout. Même s'il y a la théorie Heimdall qui existe, il y a la théorie Black Panther qui existe, mais ça serait quand même beaucoup d'Infinity Stones sur la Terre qui est finalement pas si importante par rapport à toute la galaxie. Et je pense juste que elle va être là, et on sera là comme des cons en disant on a fait des théories depuis 4 ans et qu'on ne pouvait pas prédire parce que c'est lié à aucun des personnages et à aucune des actions qu'on a déjà vues. Du coup, la dernière question, c'est Ringo qui nous l'a posée, qui nous dit comment fait-on pour savoir si les images des trailers représentent toutes les séquences d'un film? Si c'est le cas, que reste-t-il comme surprise? Alors, bon, évidemment, je vais pas faire la réponse bête, mais un trailer dure quelques minutes, un film dure plusieurs heures, donc il n'y a pas tout. Je pense qu'il parlait est-ce qu'il y a toutes les séquences clés? Souvent dans un trailer, il y a pas mal de séquences clés, mais en fait, il y a un montage qui est souvent trompeur. C'est-à-dire que tu peux avoir une scène, puis un dialogue qui, toi, dans ta logique, tu dis que le dialogue se réfère à la scène, alors qu'il peut se référer à complètement autre chose, voire se passer même avant.
et que du coup, effectivement, il y a beaucoup de scènes fortes dans un trailer, forcément, mais qui sont pas du tout dans l'ordre et qui du coup ne te laissent pas présager de l'intrigue plus détaillée. La preuve, on a essayé de faire une chronologie, c'est vraiment une théorie, on n'a pas de Non. sûreté, donc oui, il reste quand même tout le temps des surprises. Après, j'ai envie de dire, faut quand même relativiser, on est dans des films du MCU, on est dans du blockbuster, on n'a jamais des surprises de dingue, des gros twists de complètement imprévus, mindfuck. Doctor Strange avec Dormammu. Doctor Strange avec Dormammu, effectivement, est peut-être un des rares cas où effectivement il ne le vint pas et Même et la il présence de négocie. Dormammu était pas du tout. Mais enfin voilà, on n'est pas dans un polar de ouf de David Fincher ou C'est pas la même chose. voilà, donc il faut relativiser. Il y a quand même toujours des surprises et des claques visuelles parce que les trailers ils suivent les mêmes formats depuis le début chez Marvel et ils n'ont pas réinventé le trailer, ils suivent le même format du film d'aventure à slash action au sens très large. Donc oui, enfin il y a quand même toujours des nouveautés. Alors c'est vrai qu'ils font beaucoup de trailers, c'est ça qui peut parfois surprendre par rapport à d'autres films, mais j'ai quand même pas vu un seul film du MCU, je me suis dit oh là là, tout est dans le trailer, Non. alors que ça a pu m'arriver pour d'autres films. En fait, le truc tout bête là dans le trailer, c'est qu'à un moment on voit Black Panther qui désigne quelqu'un et qui dit donnez à cet homme un bouclier. Et la séquence après montrée dans le trailer, c'est Captain America. Donc on en déduit que Black Panther dit donner à Captain America un bouclier. C'est ce qui nous est suggéré. Ça se trouve, il parle pas du tout de Captain America. Je sais pas de qui Oui, il c'est parle. des choses aussi Mais simples voilà, que mais ça, effectivement. voilà, ça peut être ça. Et donc, si en effet il parle pas de Captain America, c'est ce qui prouve que les trailers essayent de nous faire croire certaines choses, mais que ce n'est pas du tout le cas. Et puis il y a plein de choses qu'on sait pas, parce que par exemple on voit Spider-Man avec deux costumes différents dans le trailer. Quand il est dans le bus scolaire, il a son costume actuel. Oui, après il a l'Iron Et Spider. après, il a l'Iron Spider qu'il a refusé Ouais. à Tony Stark à la fin de Homecoming. Ouais. Donc il va quand même forcément se passer des choses entre les deux. Alors que dans le trailer, on a l'impression qu'elles sont suivies. Oui, Parce qu'il est sur l'anneau et il voit l'anneau quand il est dans le bus. c'est ça, il voit l'anneau dans le bus et il met son costume lycra. Et après, il y a l'enchaînement, il est sur l'anneau, sauf qu'en fait, c'est pas le même costume. Donc je pense pas qu'il l'ait dans son sac à dos lycéen. Et je pense pas en plus que cet anneau-là, c'est l'anneau qu'on voit sur Terre. Voilà, donc en fait, il y a plein de choses comme ça dans les images où il faut se méfier. Peut-être que Thor et les Gardiens n'arriveront pas exactement au même moment, même si ça c'est moins probable. Mais oui, il y a plein de choses. Et puis il n'y a pas Hawkeye dans le trailer. Il n'y a pas Hawkeye dans le trailer. Et c'est ça la grande surprise, c'est que... Si un peu, de loin Wakanda, non? Ah non, Non, justement, pas du tout. il y a zéro image de Hawkeye. Et ben voilà. Justice pour Hawkeye, ça va être ça la surprise. C'est que Hawkeye va tuer Thanos d'une flèche. Tout simplement. Donc, enfin voilà, on va pas s'attarder longtemps sur le sujet du trailer, mais enfin, si Ringo, si tu poses la question parce que t'as pas vu les trailers et que t'as peur d'être spoilé, les trailers posent une ambiance, mais il y a quand même, ils apportent pas de réponse aujourd'hui, même pour des gens qui ont lu l'event Infinity Gauntlet, même pour Infinity tout court. ouais, il y a il y a des choses qu'on repère qui ça pourrait peut-être, mais déjà il y a des personnages qui sont pas dans l'Infinity, enfin qui sont dans l'Infinity Gauntlet, on sait qu'ils seront pas dans le film, donc bah voilà. Donc tout ça pour dire que il y a quand même beaucoup de choses qui sont montrées dans un trailer, mais qui sont tellement qui brouillent tellement les pistes que quand même il reste des surprises. Ouais. Et bah maintenant il ne reste plus qu'à patienter avant de découvrir toutes ces surprises. Plus que quelques jours. Plus que quelques jours. Et ça sera le sujet du prochain podcast. Mais oui. Parce qu'il faudra parler de ce film. Effectivement. Et ben c'est tout pour cet épisode 18 de MCU Talk, je crois. Merci Basile d'avoir encore répondu présent à l'appel. Encore et toujours, c'est un plaisir. Et à bientôt tout le monde. Salut!
Avengers 4, j'avais pas grand chose. Donc on n'est pas obligé. J'ai un pote qui me demandait ce que j'attendais le plus dans Infinity War. J'ai dit les scènes post-crédit parce que on va enfin avoir des infos sur Avengers 4.